Merci Ayla pour cette introduction autour en tout cas de la gestion des flux du littoral néo-aquitain. Et donc pour poursuivre en tout cas les réflexions sur le sujet, j'invite à me rejoindre sur scène Christophe Voisin de l'ADT 64, Romain Roquefert de la société UPI, Paul Bouzol de la start-up Affluence et Jean-Michel Conté et Fabienne Andro de Orange Business Service. Vous installez là où vous voulez. Alors Christophe et Romain, pour poursuivre, on va passer à la montagne. Vous avez expérimenté depuis 2 ans une solution pour répondre à des problématiques de gestion des flux en zone de montagne. Et donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en fait de cette expérimentation? Dans quel contexte elle a vu le jour et quels sont les résultats aujourd'hui? Bonjour à tous. Cette expérimentation, elle s'inscrit en fait dans un dispositif beaucoup plus large qui traite en fait du multi-usage et de la cohabitation des différentes activités en montagne, touristique et agro-pastorale principalement. Le constat, c'est pas le bon sens. Le constat, en fait, qu'on a tous fait sur la période post-Covid, qui était une forte fréquentation en fait du milieu montagnard, avec des usagers, des visiteurs en fait qui visiblement n'avaient pas les codes pour se comporter correctement en montagne, pensant que la montagne était un espace de liberté. Or, il a fallu leur rappeler notamment que la montagne était un espace de travail pour certains agriculteurs. Et donc, ces comportements qui n'étaient pas adaptés, il a fallu en fait informer les différents visiteurs. C'est ce qu'on a fait et c'est l'objet en fait de la campagne un peu plus large que l'on a menée et qui s'appelle Réussir ma rando. Donc cette campagne, cette action, elle permettait différents objets en fait. D'abord, nous, on a fait notre propre introspection. On a stoppé la communication sur certains sites en haute saison pour réorienter en fait les flux sur des sites moins fréquentés. On a valorisé à cette occasion-là donc des offres alternatives. On a également donc revu en fait la façon d'informer en sensibilisant les visiteurs du milieu montagnard. On a mis en place des campagnes de prévention. On est allé sur site pour renseigner les visiteurs. On a fait en fait on a noué en fait une collaboration avec les accompagnateurs en montagne qui étaient présents sur les grands départs de randonnée. On a également formé des médiateurs pour renseigner en fait les visiteurs sur les bons comportements. Voilà, éviter les selfies avec les animaux, rester sur les sentiers, enfin, voilà, différentes choses. Et puis on y a mis en fait une pointe de technologie puisqu'on a souhaité en fait identifier. Alors là ici vous avez les différents visuels de la campagne Réussir ma rando. Et donc sur le côté innovation, on a souhaité identifier et jauger en temps réel en fait une capacité, une fréquentation de différents parkings sur différents points de départ de randonnée. Donc l'idée, à travers le cahier des charges qu'on a monté, c'était de pouvoir évaluer en temps réel une fréquentation, de pouvoir informer les visiteurs qui se dirigent vers ce site du niveau de fréquentation des parkings, et enfin, en cas de fréquentation importante, de proposer des sites alternatifs. Voilà. Donc on a travaillé avec l'équipe en interne, Xavier qui est dans la salle, Denis et d'autres collègues. On a travaillé à la rédaction d'un cahier des charges pour exprimer notre besoin à travers donc, ces 3 objectifs, évaluer, informer et proposer.
Et puis on s'est tourné vers le Tourisme Lab, qui nous a accompagnés et qui nous a aidés en fait à lancer un appel à idées sur le plan national. Nous avons eu une vingtaine de réponses qui allaient de l'idée au produit sur étagère. Et donc, après avoir auditionné une petite dizaine de candidats, on a choisi donc la technologie de la start-up Oupi, qui n'était pas du coup une technologie sur étagère. Hein. Romain vous en parlera tout à l'heure. Mais bon, dans notre ADN, on a aussi, nous, le développement. Et donc, c'était aussi notre rôle d'accompagner une start-up dans sa montée en compétences afin de répondre à nos besoins. Voilà. Et donc, tout ça a démarré en 2021. Donc, première année d'expérimentation. Deuxième année, l'année de la maturation de la technologie, de la mise au point de la technologie, donc 2022. Et donc, on souhaite poursuivre 2023 avec des objectifs qu'on présentera plus tard, tout à l'heure, en fin d'intervention. Romain, du coup, la solution qui a été développée en réponse du coup aux problématiques de la DT64. Le vert. Oui, bonjour à tous, c'est Goulan Daneri. Donc, effectivement, comme vous le voyez sur ce slide, et comme Christophe l'a dit tout à l'heure, Oupi est une société plutôt spécialisée dans le domaine de l'industrie et du transport. Donc, on fait l'intelligence artificielle pour un certain nombre d'acteurs. Donc, on a plutôt l'habitude d'être dans les usines que dans les montagnes, plutôt à regarder les risques qu'une ligne de production tombe en panne ou de voir comment on peut prédire le risque de casse de réseau d'eau de Suez. Et il est vrai que quand le Tourisme Lab a publié en fait, cet appel à idées, on a souhaité y répondre pour deux raisons. La première raison, c'est que Oupi est une entreprise engagée en Pays Basque et il est vrai qu'on essaie de mettre cette compétence d'intelligence artificielle, qui a de multiples usages, au service du territoire. Donc on s'est dit, ce sujet de gestion des flux touristiques, il nous touche, nous, directement en Pays Basque, il nous concerne directement, et on a envie que nos solutions puissent apporter des réponses modestement, humblement, mais de manière très pragmatique. La deuxième raison est que, même si ce n'est pas une solution sur étagère que l'on a mis en œuvre, dans ce cas-là, on avait eu l'occasion déjà de déployer cette technologie pour un autre usage à Donostia, San Sébastien, pour Debus, qui est l'opérateur de bus de San Sébastien, l'équivalent de Keolis par exemple à Bordeaux ou à Bayonne, sur des problématiques d'exploitation. Et on s'est dit, on a la possibilité de réadapter cette technologie d'un contexte urbain plus normé, plus normalisé, peut-être un peu plus simple, à un contexte qui est plus complexe, qui est le milieu naturel, qui présente un certain nombre de caractéristiques qui sont propres. Alors vous demandez tous ce que c'est cette technologie. Voilà, donc c'est un système qui, grosso modo, permet de compter en temps naturel le nombre de véhicules, de vélos, de personnes, et de remonter cette information auprès d'une plateforme qui est située à Bidart et sur lequel en fait, vont tourner nos algorithmes mathématiques pour pouvoir restituer cette affluence auprès de sites partenaires. Donc on retrouve bien les trois briques qui ont été mentionnées tout à l'heure par Christophe, évaluer, informer et proposer, avec la particularité fondamentalement importante est que le système de comptage, qui est le petit boîtier que vous voyez avec le logo Oupi, alors on met du Oupi partout, on aime bien, on n'est pas très fort en marketing, donc c'est tout ce qu'on sait faire. Donc c'est ce petit boîtier qui est installé à des endroits adaptés à chaque site et qui, via un système de vision intelligente, va pouvoir en temps réel regarder et caractériser les flux et les stocks de véhicules en pouvant différencier les camping-cars, les caravanes, les vélos, et avec la particularité que tout ce traitement est fait en local, dans le petit boîtier. Ce qui fait qu'aucune image ou aucune donnée personnelle n'est envoyée sur notre plateforme Bidart. Tout le traitement est fait dans un petit ordinateur qui est dans le petit boîtier,
L'algorithme est déployé en local, ce qui fait que tout ce que nous recevons sur notre plateforme Abidar, ce ne sont que des chiffres. Donc le nombre de personnes, combien de voitures sont montées, combien sont descendues, combien sont des camping-cars. Et alors, je n'ai pas une obsession pour les camping-cars particulièrement, mais c'est juste pour dire que l'outil est capable de caractériser un niveau fin. La petite histoire qu'on aime raconter pendant l'expérimentation qu'on a faite en 2021, on s'est dit tiens c'est bizarre, sur le parking, alors je ne sais plus lequel, c'est peut-être Bussartigues, on a vu 150 chiens en train de se promener, donc on a tous été effrayés. En fait on s'est rendu compte que c'était des brebis. Bon, voilà, on a amélioré notre algorithme maintenant, donc on sait différencier les chiens des brebis, on en est très fiers. Voilà, et le résultat, donc évidemment, consiste à publier ces informations. Alors, on n'a pas recréé un nouveau site pour le faire. Il y a des sites aujourd'hui existants, Réussir Marando, il y en a un certain nombre d'autres. On peut déployer sur une infinité de sites. Et ça permet d'informer aujourd'hui les touristes du niveau de saturation de certains parkings via des jauges. Et pour le moment, comme encore une fois l'a dit Christophe, on va juste informer les personnes, on va proposer quelques sites alternatifs qui sont pour le moment inscrits en dur. Et l'idée de l'étape suivante, qu'on commence à évoquer, est de pouvoir se dire que le système d'intelligence artificielle, derrière, demain, pourra faire des propositions en temps réel d'autres sites, suivant une logique qui sera définie en collaboration avec l'ADD, en collaboration, et en fonction des modèles mathématiques que l'on a déployés. Voilà, donc les 6 sites sur lesquels on a déployé pendant ces 2 années-là, qui ont été choisis encore une fois en partenariat avec la DT64, en fonction de leur nature, en fonction des caractéristiques un peu originales du site, sont Larine, le Mont Baïgora, la forêt d'Irati, l'Esquin, plateau de Bénou et lac de Bussartigues. Donc on allait jusqu'en Béarn. On a découvert le Béarn à cette occasion. Et donc on dispose, suivant le cas de figure, de différents systèmes pour couvrir de manière très précise le site. Donc là, vous le voyez, on est au parc de loisirs de Baïgora. Donc il y a le dispositif qui est en plein milieu, qui est attaché à l'arbre, et on le revoit sur l'arbre. Et lui, en fait, il va couvrir le parking de Baïgora. Voilà. On a un autre dispositif, voilà, ça c'est Bussartigues, donc ça c'est la génération 2021. Donc vous voyez, on l'a miniaturisé, il est plus joli, puis il n'y a pas le logo Oupi sur celui-là. On voit un petit peu l'intérieur. On voit un panneau solaire, donc ça fait effectivement partie des difficultés de ces systèmes-là ou des défis qu'on rencontre avec ces systèmes-là. Vous l'avez compris, c'est le milieu naturel. Le milieu naturel, il n'y a pas forcément le Wi-Fi partout, donc on est compatible maintenant Wi-Fi, 3G, on peut déployer des réseaux LoRa. Il n'y a pas d'électricité partout, alors c'est aussi bête que ça, des fois notre vie, mais c'est de pouvoir trouver des endroits où on peut se connecter. Et donc on a pu mener des expérimentations avec des panneaux solaires pour assurer la continuité. Donc aujourd'hui, la technologie, elle est pour nous validée. Aujourd'hui, le sujet, c'est, comme je l'ai évoqué, c'est de pouvoir le déployer sur un certain nombre de sites plus importants pour pouvoir cette fois-ci faire des préconisations et voir en fait comment les acteurs, les touristes en fait, répondent à ces préconisations pour en voir valider la pertinence métier de ces systèmes-là. Et j'ai fini. Merci Romain. Donc on a compris du coup qu'il y avait des perspectives de développement du coup au sein de votre entreprise sur la filière du tourisme, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à aujourd'hui, avec un produit qui mérite encore d'être perfectionné, mais qui est déjà qui en tout cas qui roule. Et est-ce que tu as d'autres perspectives de développement à part de développer le prédictif ? Oui, donc aujourd'hui, les axes que l'on a, comme j'ai évoqué déjà avec la D64, donc je pars sous le Christophe de Christophe, sous le contrôle de Christophe qui est à côté de moi. Donc c'est, on peut toujours améliorer la technologie. Là aujourd'hui, je pense que l'étape pour nous, c'est de pouvoir en faire un vrai outil avec une gestion de gouvernance aussi qui soit incluse pour qu'on puisse définir, entre guillemets, les règles ou la logique de redistribution, alors je ne sais pas, ce n'est pas les bons termes, mais en tout cas de proposition de sites alternatifs, et je pense que c'est un peu là-dessus qu'on va se concentrer avec les D64. On a aussi des perspectives avec le GIP littoral, donc je savais Isla que vous étiez là, parce que Elise me l'a dit hier, vous en avez un petit peu parlé, donc c'est des sujets qui s'ouvrent. On a été contacté aussi par d'autres sites en région Aquitaine,
par des villes qui sont confrontées à des problèmes aussi d'afflux dans le centre-ville, avec des parkings qui sont positionnés à l'extérieur de la ville, et avec cette volonté des élus de se dire « Ok, on me demande de créer des parkings ou de faire des parkings payants ou de limiter l'accès ou de faire plein de choses. Mais déjà, moi, j'aimerais bien savoir, donc on retrouve sur l'évaluer, de savoir précisément quels sont mes flux, quels sont mes stocks, voilà, avant de moi pouvoir décider quelle politique publique je dois pouvoir mettre en œuvre. » Donc là, aujourd'hui, voilà, c'est un tout petit peu différent de ce que l'on a pu réaliser aujourd'hui, mais on n'en est quand même pas très loin. En tout cas, on voit qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui des acteurs du public de se dire comment cette technologie, alors je vais peut-être un petit peu loin, mais permettre aussi de mener des expérimentations d'évaluation de politique publique. C'est au-delà de mesurer, eh bien, je mets en place une politique publique et j'expérimente, je vois les résultats que ça me donne, je décide si je pérennise ou je modifie ou j'annule. Voilà. Et on est contacté aussi par Marseille, on leur parle demain sur des sujets qui sont similaires. Donc oui, Marion, je crois qu'aujourd'hui le secteur du tourisme prend une nouvelle ampleur chez Oupi. Merci Romain. Christophe, au sein de la DT64, cette expérimentation, est-ce que ça a changé une certaine façon de voir ou de travailler? Et en tout cas en zone de montagne, comment vous voyez peut-être l'année 2023? Est-ce que vous allez équiper d'autres sites? Est-ce que vous allez poursuivre? Voilà. Alors, au sein de la DT, effectivement, on est en train de prendre un virage, on est en train de prendre le virage de l'ingénierie et du développement. Et donc ça a accentué en fait cette orientation, puisqu'il y a quelques années, je pense qu'on ne se serait pas imaginé pouvoir travailler avec une start-up. En plus, ce n'est pas la seule start-up avec laquelle on travaille. Hein. On a aussi une autre entreprise avec laquelle on travaille sur d'autres sujets, sur de l'itinérance notamment. Voilà, et donc là, on accroît en fait et on accentue en fait ce virage dans cette direction qui est en fait celle qui est voulue par le département, qui est notre tuteur. Et voilà. Donc ensuite, donc sur l'année, pour revenir à l'expérimentation en tant que telle, sur l'année 2023, donc effectivement, comme le disait Romain, l'objectif c'est qu'aujourd'hui on récolte de l'information. Et l'objectif de 2023, ça va être de vraiment voir comment on la diffuse et comment on la porte à la connaissance des visiteurs qui viennent sur ces sites-là. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut développer une application ou pas? Est-ce qu'il faut accentuer les relations avec les sites donc existants déjà, Réussir Rando, les sites des offices, nos sites à nous, etc. Voilà. Tout ça, il faut qu'on se repose ces questions-là. On a aussi aujourd'hui une commande politique pour nous qui est de dire il faut élargir ce périmètre-là et aller plus vers également les conflits d'usage qu'il peut y avoir sur le littoral. Donc c'est pour ça que il faudra qu'on se rapproche du GIP. On l'a déjà fait lors d'un atelier que vous aviez organisé, un atelier de co-design que vous aviez organisé à Bayonne avec nous. Donc voilà, il faut qu'on aille aussi investiguer ce côté-là. Avec les difficultés, c'est que quand on est sur le littoral et qu'un camping est saturé, bien souvent les autres le sont aussi. Donc les reports ne sont pas forcément évidents et aussi faciles qu'ils peuvent l'être en zone de montagne. Merci à tous les deux. Nous, au titre du Tourisme Lab, on a pris beaucoup de plaisir à encadrer cette expérimentation parce que du coup, ce sont deux entreprises qui ne se connaissaient pas, qui viennent de milieux complètement différents, qui apprennent aussi à travailler ensemble et à inventer une solution qui réponde à des vraies problématiques métiers des acteurs du tourisme. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, UPI se développe sur ce marché. Et là, nous, en tout cas, au sein du Tourisme Lab, quand ça se passe comme ça, c'est plutôt gagné parce que l'entreprise va conquérir un nouveau marché. Alors, merci à tous les deux. On va passer à une autre intervention pour vous montrer qu'on peut observer aussi les flux d'une façon différente. Donc Jean-Michel et Fabienne d'Orange Business Service qui vont nous parler de la solution Flux-Vision et nous expliquer comment cette solution fonctionne. Alors beaucoup d'entre vous la connaissent déjà parce que des ADT s'en servent beaucoup, mais aujourd'hui il y a aussi des perspectives de développement. Bonjour à tous. Donc Flux-Vision, c'est une solution développée par Orange qui permet de transformer les traces de la téléphonie mobile en indicateurs de fréquentation et de mobilité. Donc c'est un petit peu, entre guillemets, la vue macro de ce qui vient d'être présenté. On est vraiment sur un niveau
beaucoup plus élevé. On ne va pas observer, entre guillemets, la fréquentation d'un parking, mais on va observer la fréquentation d'un milieu, au sens une ville, un bassin touristique, un département. On travaille avec l'ADT, par exemple. Donc, dans les grandes lignes, comment ça fonctionne? Donc, c'est une solution qui va utiliser les mobiles connectés sur le réseau Orange et transformer ces informations de manière totalement anonyme et irréversible en indicateurs de fréquentation et de mobilité. Il n'y a pas d'installation, il n'y a pas de choses à mettre en place spécifiques pour observer la fréquentation. On va avoir un ensemble de segmentation, c'est-à-dire ça va nous permettre de ranger les gens dans des catégories en fonction de leur comportement. On parlait tout à l'heure de touristes, d'exclusionnistes, donc typiquement c'est des définitions qu'on met en place. On a une solution aussi qui est très réactive, c'est-à-dire qu'on peut livrer des informations en quasi-temps réel. Par exemple, dans toutes les études touristiques, on livre des données tous les jours. On a aussi des études plus sur l'aspect sécurité. On va livrer des données toutes les 30 minutes sur ce qui s'est passé les 30 minutes précédentes. Et on va orienter nos indicateurs par rapport à des besoins métiers. C'est-à-dire qu'on ne livre pas du big data et après, il va falloir avoir des data scientists pour traiter les données. On va essayer de générer des KPI clés qui vont répondre à des problématiques sur le transport, le retail, les centres commerciaux et tout ce qui est observation touristique. Alors comment ça marche? Donc, les téléphones mobiles connectés sur le réseau Orange émettent un ensemble d'événements. Donc bien sûr, ce sont nos abonnés Orange, aussi les MVNO comme Soch, donc à peu près 40% de part de marché, et aussi tous les étrangers qui sont connectés sur le réseau Orange, donc Italiens, Espagne, Italie, Belge et autres nationalités, à peu près 40% de part de marché aussi. On ne voit pas les mobiles SFR, Bouygues et Free, chacun a son propre réseau, on en entend assez parler dans l'actualité. Et donc les téléphones mobiles émettent 3 grands types d'événements. Quand vous utilisez votre téléphone, vous émettez un appel, vous recevez un appel. Quand vous vous déplacez de groupe d'antenne en groupe d'antenne, donc par exemple quand vous prenez le TGV, toutes les 1 à 2 minutes, votre téléphone émet des événements. En voiture, c'est toutes les 4 à 5 minutes. Et le dernier type d'événement, c'est quoi qu'il arrive, toutes les heures, de manière périodique, votre téléphone va émettre des événements en disant « Coucou, je suis toujours connecté sur le réseau ». Tous ces événements sont traités en temps réel, il n'y a aucun stockage. Et on fait du comptage. Donc Fluvision, c'est vraiment du comptage. Je trouve que la présentation qu'on a eue juste avant était intéressante aussi. C'est-à-dire qu'il y a un procédé qui permet de compter. Et on compte de la nuitée, on compte de la fréquentation en journée, on compte des déplacements, on compte des entrées, on compte des sorties. On redresse, c'est ce que je vais essayer de vous présenter juste après, on les met en forme dans différents outils de data visualisation pour que nos clients puissent avoir de la donnée directement utilisable. Alors, le redressement, c'est vraiment quelque chose qui est important et qui, entre guillemets, nous donne toute une légitimité aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va permettre de transformer un nombre de mobiles en un nombre de personnes. Alors, dit comme ça paraît très simple, mais c'est quelque chose d'assez complexe. C'est-à-dire qu'on va utiliser les mobiles connectés sur le réseau Orange. Donc, comme je disais, à peu près 40% de part de marché, plus de 30 millions de mobiles connectés. Au niveau des étrangers, ça varie entre 1 et 2 millions par an, quotidiennement, en fonction de la saisonnalité. Et on va utiliser les informations de nos abonnés Orange à l'échelle départementale, les parts de marché, taux d'équipement, le nombre d'abonnements, différentes informations. Pour les internationaux, la seule information qu'on a, c'est la nationalité de la carte SIM. Par exemple, un Belge, on sait que c'est une carte SIM belge et on va supposer que le porteur du mobile est un Belge. Et on va redresser de la même manière les Français que les internationaux pour arriver à une estimation statistique de nuitées, de personnes, en prenant en compte les personnes multi-équipées, pas du tout équipées, et les personnes, entre guillemets, qui peuvent être comme nous, professionnels aujourd'hui. Alors pour donner quelques exemples, je vais laisser ma collègue vous présenter ça sur les 3 verticales métiers qu'on adresse. Merci Jean-Michel. Donc effectivement, Fluvision, c'est une solution historiquement qui a été réalisée pour les acteurs du tourisme. Mais au final, on a pu développer en fait, cette solution auprès de différents autres secteurs d'activité que sont le retail, la distribution et aussi la partie transport. Donc c'est une offre aujourd'hui qui existe depuis une petite dizaine d'années, donc qui est issue aussi de nos instituts, nos laboratoires. Et le process d'industrialisation a pris, comme vous le savez, pas mal de temps. Et aujourd'hui, on a la capacité de répondre à différentes problématiques des acteurs de ces 3 verticales, retail, tourisme et transport. Donc au niveau du retail, de la distribution, les cas d'usage vont être essentiellement pour des grands acteurs de pouvoir en fait optimiser l'implantation de leurs magasins
suivant les zones de chalandise. Et donc l'activité, aujourd'hui les données Fluvision, permettent justement de pouvoir en fait identifier la fréquentation unique, la provenance et les profils des différentes personnes présentes sur les zones. Donc ça permet en fait de comparer plusieurs zones, d'organiser le commerce selon les créneaux d'affluence. On a cette solution, aujourd'hui, elle est utilisée par plusieurs grands acteurs. Alors on est présent aussi en France, mais pas que. Le groupe Orange aussi a un footprint international et on est présent notamment aussi en Espagne, en Belgique, en Roumanie, en Slovaquie et en Pologne. Sur la partie touristique, c'est en fait notre premier secteur d'activité. Donc, comme l'a dit Jean-Michel, ça nous permet vraiment d'être au plus près des acteurs touristiques sur la mesure de fréquentation réactive, une mesure de fréquentation qui va être aussi profilée. Donc on va avoir des informations très précises suivant la segmentation touristique que l'on a définie. Donc c'est un travail qui a été fait notamment en partenariat avec ADN Tourisme. Et donc tous ces éléments ont été co-construits très étroitement avec ce partenaire. Donc ça nous permet d'analyser finement l'attractivité touristique selon les saisons. Ça nous permet également aussi d'apporter des réponses sur différentes composantes, que sont la fréquentation, la durée de séjour, les profils. Sur cette verticale, on a aussi des offres spécifiques sur la partie événementielle. Donc, ce qui nous permet d'avoir une mesure de fréquentation très, très fine. Et aujourd'hui, on s'intéresse aussi à tout ce qui est grands événements. Donc, pour proposer des mesures de fréquentation qui vont être au plus proches de la spécificité des grands événements. Et donc, ça va permettre en fait aux différents acteurs aussi d'analyser l'attractivité locale, nationale et internationale, puisque en fait on compte aussi les internationaux, comme ça a été précédemment dit. Et puis le transport, c'est notre dernier grand marché qui a été lancé un petit peu plus tardivement. Ça nous permet en fait d'anticiper la demande en voyageurs en complément de données internes. Donc là, on va essentiellement avoir des clients, soit des clients du monde du transport ou des grands donneurs d'ordre qui sont en lien avec ces grands acteurs du transport. Donc aujourd'hui, on a des matrices origine-destination au niveau des différents indicateurs et on permet notamment de calculer, suivant des modèles prédictifs, les flux de transport aussi en fonction des différents types de transport. Voilà, donc voilà à peu près ce que l'on peut dire sur les verticales. Alors quelques exemples. Donc les exemples, vous voyez, on vous a pris quelques exemples très très différents en fonction des secteurs d'activité. Donc on a récemment travaillé pour notamment les S10 sur des situations plus de gestion de crise. Sur la partie touristique, on est très présent auprès des ADT, auprès des CRT, et notamment, là on vous a mis l'impact d'un événement, donc on observe notamment plusieurs étapes du Tour de France. Ça a été le cas en Bretagne l'année dernière, où on a observé les différentes étapes du Tour de France, qui a permis l'édition d'un rapport très très complet sur l'impact du Tour de France sur les différentes villes, arrivées et départs en Bretagne. Donc, et le CRT a produit vraiment un très beau rapport sur le sujet. Au niveau aussi OT, ADT, CRT, donc on est très présent aussi sur la partie Béarn et Pays Basque avec nos études que l'on fait de façon très régulière et récurrente, où on livre en fait les données pour analyser la saisonnalité et la fréquentation des différentes zones touristiques. Et puis enfin sur la partie centre-ville, donc là avec notamment la ville de Montbrison, mais pas que, il y a différentes autres agglomérations et villes qui font appel aussi à des études Fluvision.
notamment pour regarder par créneau de 30 minutes la fréquentation des centres-villes, ce qui intéresse particulièrement toutes les collectivités locales, les managers de centres-villes qui vont pouvoir analyser et adapter, comprendre l'offre commerciale des différents centres-villes. Voilà. Après, il doit y avoir un dernier slide avec nos références. Voilà. Donc vous voyez ici un certain nombre de références, aussi bien en France comme à l'international, dans les différentes verticales. Voilà. Je ne sais pas si Jean-Michel, tu voulais rajouter ? Quand on a préparé l'intervention, vous m'avez parlé aussi de perspectives de développement. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, alors on a différentes perspectives. La première, c'est d'essayer d'être de plus en plus précis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, comme je disais, on est plutôt sur des zones qui vont être à l'échelle départementale, régionale, communale. Donc l'idée, c'est d'être de plus en plus précis et de descendre à 50 mètres près, un petit peu sur tout le territoire. Et le deuxième point qu'on travaille énormément aujourd'hui, c'est justement le concept du tourisme durable. Donc, comme on l'a vu, on a des informations sur le mode de transport, on a des informations sur le nombre de touristes. Donc, l'idée, c'est qu'on essaie de faire converger tout ça pour rendre compte d'un impact environnemental sur des sites. Alors, quand je dis un site, ça peut être une commune, un département, une région ou la France entière de l'activité touristique française et internationale. C'est ce qui est un petit peu en cours aujourd'hui et ce qu'on espère converger dès le tout début 2023. Merci à tous les deux pour cette présentation. On a souhaité aussi inviter Paul Bouzol de la start-up Affluence, qui est accompagné notamment par le Welcome City Lab, donc un autre lab avec lequel on travaille dans le cadre du réseau France Tourisme Lab. Et Paul, du coup, la solution est plutôt clé en main. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup développé sur les sites de visite, mais vous avez aussi d'autres projets. Est-ce que vous pouvez nous présenter Affluence et la solution que vous développez aujourd'hui ? Oui, bonjour. Allô ? Oui. Si, bonjour à tous. Alors effectivement là c'est bien, on a parlé beaucoup d'affluence, donc je pense que le sujet a été assez bien balayé, ça va me permettre d'aller directement à l'essentiel. Mais juste pour repartir finalement de l'idée initiale, c'est finalement un constat assez simple que j'ai fait en 2014 et qui est vraiment à la source de la solution et de la conception finalement de cette technologie. C'est le fait qu'on a tous été confrontés à un moment ou à un autre, à une situation de forte affluence. Et cette situation de forte affluence, alors là, on a eu pas mal d'exemples, hein. Ça peut être partout, à la montagne, à la plage, à la recherche d'une place de parking, mais ça peut être aussi quand on va finalement plus basiquement au musée, dans les transports. Et cette solution de forte affluence, finalement, ce qui est assez surprenant, c'est qu'elle est bénéfique pour personne. Elle n'est pas bénéfique pour le visiteur, qui a des conditions de visite qui sont véritablement dégradées, une mauvaise qualité de visite, une mauvaise image, mais elle n'est pas non plus bénéfique pour le gestionnaire, qui lui, de son côté, va devoir mettre en place des choses pour des pics de fréquentation qui vont durer probablement que quelques minutes ou quelques heures. Ça va lui demander de s'organiser un peu plus, ça va réduire finalement sa capacité d'accueil. Donc voilà. Donc l'idée de départ, c'est essayons finalement de réduire ces pics de fréquentation, de réduire cette surfréquentation qui est bénéfique pour personne à travers une solution qui sera véritablement gagnant-gagnant. Et pour aller un peu plus loin, l'ambition, c'est de se dire, cette information d'affluence, essayons de la rendre aussi accessible et aussi démocratisée que la météo. Et finalement, tout comme la météo, faisons en sorte qu'un visiteur d'un lieu s'appuie sur cette information pour organiser, planifier sa visite, tout comme la météo, un gestionnaire d'un lieu puisse s'appuyer sur cette information pour piloter son établissement, son activité, s'organiser, planifier, anticiper. Donc, d'où l'émergence de cette solution de flux de visiteurs qu'on a créée en 2014. Alors aujourd'hui, on a quand même en partie atteint cette ambition dans la mesure où on travaille avec un petit peu plus de 1000 établissements.
donc dans des secteurs aussi larges que finalement la culture, tourisme, loisirs, les sites naturels, mais aussi des établissements de transport au sein des collectivités, des magasins. Donc finalement tout établissement qui est susceptible d'accueillir du public. On est un peu plus d'une 50aine de collaborateurs aujourd'hui à travailler sur ces solutions techniques. Et ce qui est intéressant, c'est que ça représente plus de 13 millions de consultations par mois. Donc finalement, ça rejoint le constat de départ qui est de se dire, cette information, ne nous contentons pas de la mesurer. C'est le principal point et c'est ce qui va permettre à l'établissement de piloter son établissement, mais ce n'est pas le seul. Et c'est en la communiquant qu'on va pouvoir contribuer à lisser cette fréquentation et à améliorer les conditions d'accueil. Et la preuve, c'est que du coup, aujourd'hui, c'est une information qui est énormément consultée et qui est énormément utilisée pour prendre des décisions côté visiteur également. Alors comment ça fonctionne? Alors c'est très simple, ça fonctionne en 4 étapes. Donc on a la première étape qui va constituer à mesurer l'affluence du lieu. Donc pour ça, on a différentes technologies, différents types de capteurs. On imagine bien qu'on n'a pas les mêmes contraintes partout dans chaque établissement. On n'a pas les mêmes objectifs non plus en termes de précision ou en termes d'informations qu'on va vouloir mesurer. Est-ce que ce qu'on veut mesurer, par exemple, c'est un temps d'attente? Est-ce que c'est de la fréquentation? Est-ce que c'est un taux d'occupation? Est-ce qu'on veut aller un petit peu plus loin dans les indicateurs qu'on va obtenir avec, par exemple, du temps de présence moyen, avec, par exemple, des cartes de chaleur? Donc on va vraiment choisir la technologie la plus adaptée aux besoins de l'établissement ou du site. La deuxième étape, ça va être l'analyse et la prévision. L'information en temps réel, c'est bien, mais finalement, ce n'est pas suffisant. C'est ce qui va permettre de commencer à fournir des solutions, mais c'est simplement à travers les prévisions que à la fois le site et à la fois le visiteur va vraiment pouvoir s'organiser. Donc on a un algorithme d'analyse prédictive qui apprend de lui-même et qui, à travers différents indicateurs, notamment la météo, l'historique, les consultations de cette information et d'autres éléments qui peuvent impacter directement, comme la saisonnalité ou les animations qui sont organisées sur site, va permettre de prévoir dans les prochaines heures l'affluence. Donc ça va être utile à la fois, encore une fois, pour le gestionnaire du site et également pour le visiteur. La troisième étape, ça va être la diffusion, la communication de cette information. L'enjeu, c'est vraiment de la diffuser le plus largement possible. Donc voilà, on a à la fois nos propres supports, une application mobile, une application web, mais également des partenaires avec, par exemple, des médias ou des offices de tourisme qui vont eux-mêmes finalement rediffuser cette information. Et bien sûr, l'essentiel, on a des API qui permettent aux sites eux-mêmes de distribuer cette information sur leurs propres supports. Ça peut être des écrans in situ, une application mobile, leurs réseaux sociaux. Et la quatrième étape, c'est la gestion. Donc c'est vraiment une interface complète de pilotage de cette information d'affluence auquel va pouvoir accéder le site avec un système finalement qui permet pour chaque métier d'avoir accès directement à l'information qui l'intéresse. Donc on va par exemple permettre au PC sécurité du site d'avoir une information en temps réel sur ce qui se passe dans son site, un système d'alerte qui est déclenché lorsque une jauge est dépassée. On va avoir un accès plus sous forme a posteriori de carte de chaleur, par exemple, pour le département accueil, comprendre finalement ce qui s'est passé. Des rapports automatiques par mail pour la direction, qui va par exemple recevoir à la fin de chaque semaine un récapitulatif de la fréquentation. On a plein d'outils qui vont permettre de vraiment optimiser cette affluence. Donc voilà pour résumer le fonctionnement de la solution affluence, la mesure, la prévision, la communication et la gestion de l'affluence. Donc c'est cette solution, effectivement, on le disait tout à l'heure, là pour le coup clé en main, qu'on a vraiment développée depuis 8 ans, qu'on a éprouvé dans un peu plus de 2000 sites, donc plus de 1000 clients qui représentent un peu plus de 2000 sites, qui permet de mesurer cette information. Pour illustrer finalement ce qu'on va pouvoir obtenir, on a le cas d'usage avec par exemple la montagne. Donc là on voit bien que finalement ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement la montagne en elle-même, mais à l'échelle d'un territoire complet qu'on va pouvoir agir et piloter cette affluence. Donc ça va être par exemple justement de mesurer l'affluence dans les navettes, c'est-à-dire les moyens de transport, pour anticiper potentiellement les répercussions que ça va pouvoir avoir derrière sur d'autres infrastructures, donc par exemple une piscine ou une patinoire, donc des infrastructures de loisirs, et pouvoir derrière finalement mieux s'organiser, coordonner les animations d'un site avec les rotations de navettes par exemple d'un autre site, et aussi sensibiliser bien sûr le public sur ces informations. Et derrière, on donnait des exemples de cas d'usage de parking. Ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille, par exemple dans des stations de ski, c'est d'inciter les gens plutôt prendre des funiculaires ou des navettes à la place de leur voiture. Et donc finalement, il y a des moyens finalement un petit peu contraignants qu'on peut mettre en place, mais aussi d'autres moyens très simples,
peu contraignant qui consiste à dire vous avez le choix, prenez votre voiture et vous avez un risque de ne pas obtenir de place au parking. Mais si c'est compliqué pour vous, vous avez le droit de prendre votre voiture, bien sûr, il ne faut pas que ça soit contraignant. Et à l'inverse, vous avez le funiculaire dans lequel il n'y a pas de temps d'attente, on vous rassure sur cette information, on vous la communique, on est transparent avec vous, il n'y a pas de temps d'attente, ou alors s'il y a un temps d'attente, on vous le donne. Et donc c'est ce genre d'information qui va vraiment permettre d'influencer sur les comportements grâce à quelque chose qui est extrêmement précis et qui peut vraiment conduire les visiteurs à un changement de comportement. Alors on ne va pas changer le comportement de 100% des visiteurs, mais il suffit d'arriver à changer le comportement de 10, 15, 20% des visiteurs pour essayer d'effacer finalement ces pics de fréquentation, ces phénomènes de surfréquentation, et obtenir une situation qui est à la fois plus intéressante pour le visiteur parce que plus confortable, et à la fois plus intéressante pour le site lui-même parce qu'au global, en lissant cette fréquentation, il va être capable d'accueillir plus de monde. Oui, et ben, du coup, je rebondis sur accueillir plus de monde. Je sais que vous l'avez installé dans les halles de Bituki, donc ce sont des halles où il y a plein de restaurants en Nouvelle-Aquitaine. Il y en a, je crois, du côté de Bayonne, si je ne me trompe pas, et puis à Bordeaux. En fait, du coup, si on gère l'affluence, ça veut dire aussi que c'est une certaine gestion de la rentabilité du lieu. Oui, exactement. Alors, effectivement, c'est assez lié. Pour reprendre effectivement l'histoire de Halles de Biltoké, donc ces halles sont des marchés couverts qui fonctionnent finalement comme des marchés traditionnels avec des activités en plus, des animations autour de la gastronomie. On travaille avec eux depuis assez longtemps. À l'époque, vous avez mis en place leur première halle. Aujourd'hui, ils en sont un peu plus d'une dizaine. Donc chaque fois qu'ils mettent en place, qu'ils développent une nouvelle halle, on l'équipe avec notre dispositif. Et donc on voit bien l'intérêt que ça peut avoir. Donc à la fois côté visiteur, on en a déjà parlé, je ne vais pas forcément repréciser, mais surtout côté gestionnaire, où là on a une dimension supplémentaire qui est l'analyse du taux de transformation et de la compréhension de son public. À quelle période de la journée, par exemple, les gens restent le plus longtemps? À quelle période de la journée, finalement, à l'inverse, les gens restent le moins longtemps, on a le plus de fréquentation? Comment est-ce qu'on redistribue cette information aux commerçants eux-mêmes à l'intérieur de la halle? Comment est-ce qu'on arrive à avoir un regard beaucoup plus haut niveau à l'échelle de l'ensemble des halles, de l'affluence de chacune des halles, pour pouvoir peut-être reproduire ce qui se passe bien dans certaines halles et ce qui se passe moins bien dans d'autres halles, pour essayer potentiellement de répartir les flux entre les halles lorsque d'un point de vue géographique elles sont suffisamment rapprochées, et comment est-ce que derrière on va pouvoir justement s'appuyer sur cet indicateur très précis pour évaluer l'impact de toutes les politiques qu'on va pouvoir mettre en place. Donc oui, c'est un outil à la décision pour aussi le chef d'entreprise sur, en tout cas, à partir des flux, comment il va mieux les orienter et comment il va mieux développer son lieu. Je crois que, Paul, vous avez d'autres exemples? Oui. Pardon. Oui. Ouais, on a d'autres exemples. Donc pour illustrer des cas pratiques, par exemple, on travaille avec le grand site du fer à cheval. Donc là, le cas, il est très très simple. Comment s'assurer que les personnes soient suffisamment informées quand elles montent de la situation du parking? Donc là, l'enjeu, c'est de se dire, quelqu'un qui se rend sur place, qui est confronté à une situation de saturation où le parking n'a plus de place, c'est négatif pour cette personne qui va perdre du temps, qui va être frustrée. D'un point de vue environnemental, c'est quand même vraiment dommage dans un contexte où on fait des efforts de créer finalement des déplacements inutiles. Et pour les personnes qui sont sur place, ça crée forcément des nuisances, à la fois pour la personne qui est déjà dans le parking que pour les personnes finalement qui veulent profiter du lieu. Donc là, l'enjeu, ça va être très simplement de mesurer l'affluence sur site, sur le parking, et la communiquer en amont. Et ça, c'est un enjeu qui est très important, qui n'est pas évident, parce que toute la réussite de la solution, elle réside dans la capacité à ce que les visiteurs aient bien connaissance de cette information. D'où l'importance de disposer finalement d'outils très faciles à prendre en main qui permettent de diffuser cette information. Donc, par exemple, sur des écrans routiers, par exemple donc sur les supports que nous on met à disposition, les applications mobiles et web affluence, mais également des offices de tourisme, des partenaires médias qui, quand ils vont faire finalement un article sur le site, vont pouvoir s'appuyer sur cette information pour pouvoir informer et sensibiliser le public au fait que venez pas tous au même moment. On a un autre cas d'usage qui est la ville de Morges, par exemple, où là, c'est un bel échantillon, on a plusieurs capteurs et où on a un vrai enjeu à lisser les flux à l'échelle de plusieurs infrastructures pour dire, finalement, faites d'abord votre activité piscine avant votre activité animation ou spectacle, plutôt que l'inverse, parce qu'en termes d'affluence, c'est beaucoup plus pertinent. Et donc là, on rejoint finalement l'idée initiale du phénomène gagnant-gagnant, c'est gagnant pour le visiteur qui va avoir des meilleures conditions et gagnant pour le site qui, au global, va pouvoir accueillir plus de monde.
Et ça, finalement, c'est un peu le constat qu'on fait, quelle que soit la typologie de site avec laquelle on travaille, c'est que systématiquement, ça permet d'augmenter au global la fréquentation. Parce que justement, en essayant d'avoir une courbe de fréquentation qui est la plus linéaire possible, au global, on va s'approcher de la capacité d'accueil du site qui, elle, est linéaire dans le temps, et donc optimiser la fréquentation de ce site-là. Donc ça veut dire que sur des sites naturels, on va être capable d'accueillir plus de monde dans de meilleures conditions. Sur des sites un peu plus commerçants, on va être capable de générer plus de chiffres d'affaires. Paul, vous l'avez dit en introduction, ça fait 8 ans que la start-up existe. Vous avez passé des caps aussi en termes de levée de fonds. Et donc j'imagine que vous avez des perspectives de développement aujourd'hui, que vous avez envie de conquérir d'autres marchés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces perspectives ? Alors, oui, tout à fait. Donc, effectivement, on a fait une levée de fonds. Je ne l'ai pas reprécisé, mais c'était dans les slides. Au début, on avait fait une levée de fonds de 4 millions d'euros en 2020, qui était finalement liée à la frustration de ne pas pouvoir répondre à toutes les sollicitations qu'on avait sur différents secteurs. La solution, elle est vraiment sur étagère, mais forcément, elle demande quelques petites adaptations en fonction des secteurs. D'une part, parce que, comme j'ai expliqué au début, on n'a pas exactement les mêmes technologies en fonction des contraintes et des objectifs des sites avec lesquels on travaille. Mais aussi parce que derrière, en termes d'aide à l'exploitation, d'indicateurs, on va proposer des modules qui sont vraiment spécialisés en fonction de chaque typologie de site. Donc c'est ce qui a permis cette levée de fonds finalement, se développer sur de nouveaux secteurs. Je pense notamment au secteur des transports, qui est un secteur assez particulier, parce que finalement on change de paradigme, on ne mesure plus l'affluence sur un site fixe, mais on mesure l'affluence sur quelque chose qui bouge, donc une navette qu'il faut recouper avec un plan de transport, avec des outils d'aide à la décision qui sont différents et des indicateurs qu'on va pouvoir obtenir qui sont un petit peu différents, comme par exemple des taux de fraude, qui sont des choses nouvelles qui existent quasiment que dans le transport. Et l'objectif de cette levée de fonds, c'était aussi de continuer à se développer à l'international. Aujourd'hui, on est présent dans plusieurs pays en Europe, notamment en Espagne, Italie, Allemagne et Royaume-Uni. Donc l'enjeu, c'était de continuer à se développer, à essayer de démocratiser cette solution. Aussi parce qu'on est convaincu qu'il y a un effet exponentiel, un effet levier qui est intéressant, parce que plus les gens vont être sensibilisés à l'importance de consulter cette information avant de se déplacer, à l'importance de ne pas venir tous au même endroit au même moment, et plus finalement on va pouvoir contribuer à cet effet gagnant-gagnant, à la fois pour le site qui va pouvoir accueillir plus de monde dans de meilleures conditions, et à la fois pour le visiteur qui aura des meilleures conditions de visite. Merci Paul et merci à tous les 5. Donc vous avez pu voir un panel de solutions autour de la gestion des flux qui utilisent différentes technologies et qui peuvent être aussi complémentaires les unes des autres. Alors je vous invite à venir les rencontrer notamment tout à l'heure à la pause déjeuner, à discuter avec eux et voir les perspectives que vous pouvez avoir ensemble. Je vous invite à rejoindre vos places. Merci. Merci. Merci.